Go Habs Go! En chandail du Canadien aujourd'hui. Gros match ce soir. Gros match ce soir, comme on a un gros lunch à midi, le 230e. À chaque fois que je lis ce chiffre-là, évidemment, ça n'arrête pas de monter, mais ça m'impressionne à quel point on a fait des épisodes avec vous. Puis on a toujours un contenu riche en plus après 230 épisodes. Ça ne s'en va pas descendant, ça s'en va en montant. Fait que très content. Puis aujourd'hui, on reçoit deux super investisseurs immobiliers, deux personnes avec qui j'ai passé plein de temps dans les semaines des millionnaires, que j'ai côtoyé aussi. Deux super investisseurs immobiliers. On les appelle les frères Beauchesne, mais ils ont des prénoms. Carl et Ken, qui sont avec nous aujourd'hui dans la construction neuve. Comment ça va, les gars? Yes. Bonjour Jean-Philippe, ça va bien Salut toi? Jean-Philippe, ça va bien? Oh, je suis au centre en plus. Hey, on est comme un trio de hockey. C'est parfait, ça. Ça sent comme Nick Suzuki, là. C'est bon. Fait que ça va, les gars? Voulez-vous vous présenter 2 petites minutes pour les gens qui ne vous connaissent pas? Yes, Ouais, yes. en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Carl Beauchesne. En fait, je suis investisseur immobilier depuis 2019. On est passé par la case formation au club en 2016. On était 3 ans dans la paralysie d'analyse que beaucoup rencontrent. Fait que si des gens, des fois, veulent venir nous en parler, on a passé par là. Ensuite, moi, je viens d'une formation en fait en finance. J'ai fait un MBA aussi que j'ai terminé en 2019. Ensuite, moi, Piquen, on a parti de notre entreprise là, qui est Gestion Capital Beauchesne en investissement immobilier. Puis jusqu'à ce jour, on est rendu à peu près à 250 portes puis à peu près 40 millions de projets de construction sur la table là, présentement qu'on est en train de développer. Donc, ça va très bien de ce côté-là. Fait qu'enchanté à tout le monde qui se joigne au lunch. Là. Cool. Exact. De mon côté, comme Carl disait, on a commencé en 2019 notre compagnie ensemble. On a commencé à en vivre à temps plein en 2022 après avoir acheté 60 logements ensemble. Donc, des fois, il y en a qui se demandent c'est quand dans votre parcours que vous êtes en mesure d'aller à temps plein de immobilier. Nous, ça a été 60 portes avec un certain capital en avant de nous sur l'équité de nos immeubles. On est parti à temps plein. Puis moi, avant d'être investisseur immobilier, j'ai eu la chance de travailler pour un développeur immobilier en région de Montréal. On a travaillé sur des projets de 6 à 400 logements. Là. Fait que j'avais la chance de voir de l'achat du terrain jusqu'à la livraison aux locataires. Et à travers ça, j'ai eu beaucoup d'apprentissage là-dedans qui m'ont donné des outils que maintenant, quand on attaque des constructions peut-être plus modestes dans les 6-12 logements, ben, c'est des outils très performants qu'on a pour nous aider là-dedans. Fait que c'est pour ça qu'on fait un bout de chemin en rénovation, en construction. En rénovation, dans notre parc, on va avoir mis pas loin de 10 millions en rénovation. Là. Fait qu'on en a fait beaucoup des rénovations. Ouais. Et comme Carl disait, on a des terrains en avant de nous. Fait que là, on fait aussi du développement construction neuve. Ce qui est un défi, mais ça va être le fun d'en parler là, cet après-midi. Cool. All right, les gars. Hey, ça va être cool. Fait que préparez vos questions. On aime toujours ça quand c'est dynamique, les lunchs immobiliers. Fait que préparez les questions pour les boys. Je sais qu'on va couvrir plusieurs sujets, là, mais que ce soit de leur expérience ou la construction neuve, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Fait qu'on peut peut-être commencer à... Allez-y par où vous voulez commencer la construction neuve. Vous voulez parler des nouvelles règles, du terrain. Qu'est-ce que vous voulez commencer? En fait, souvent, la première question que les gens nous posent depuis qu'on s'affiche un petit peu pour donner le cours, c'est est-ce que la construction, c'est bon ou est-ce que c'est encore bon? Ça, c'est la question qu'on rencontre souvent. Puis en fait, ma réponse est nuancée, ça dépend. Puis j'explique pourquoi. C'est qu'en ce moment, si on fait un petit retour rapide sur le marché économique, qu'est-ce qu'on voit en ce moment? C'est qu'on a eu beaucoup de coupures au niveau de l'immigration dernièrement. On a eu aussi beaucoup d'alertes que le gouvernement mettait comme pression sur les développeurs, tout ça, pour dire, allez, il faut sortir du logement de terre. Puis au cours des 2-3 dernières années, c'était beaucoup bloqué parce que c'est difficile avec les villes. Fait que c'est tout en train de sortir d'un coup en ce moment. On voit beaucoup de choses qui sortent de terre et il y a beaucoup de villes qui s'en viennent avec des taux d'occupation qui dépassent le 3%, là, qui est le marché à l'équilibre. Donc, on voit que aussi, ceux qui ont des logements, ils l'ont vu cette année, la première année, en tout cas de notre côté, que c'était plus difficile pour la location. Donc là, les gens se disent, est-ce que ça vaut la peine de construire en eux? Puis la réponse, pourquoi qu'elle est nuancée, c'est que ça dépend. Je pense que c'est excellent à partir du moment où tu reviens aux fondamentaux. Je trouve que dans les dernières années, on a perdu les fondamentaux parce qu'on achetait un terrain ou un immeuble n'importe où au Québec, puis l'année suivante, tu avais fait de l'argent. Là, on est dans un marché qui revient plus à la normale et de prioriser, en fait, la base en immobilier, c'est quoi? C'est la localisation. Fait que si vous êtes capable de mettre la main sur un terrain qui est bien localisé puis qui va prendre plus de valeur avec l'immeuble dessus dans le temps, ça va rester bon, la construction. Là. Mais c'est sûr qu'en ce moment, considérant les coûts de construction et tout ce qu'on connaît dans le marché, coût des matériaux, tout ça, c'est sûr qu'il faut connaître de plus en plus ce qu'on fait parce que les marges sont plus serrées. Puis, c'est facile de faire une erreur puis que le projet ne fonctionne pas. Donc, c'est de là l'idée de donner le bootcamp éventuellement là, en construction. Fait que, Exact. Comme Carl dit, en fait, on a eu beaucoup de hausses de coûts. Ça ne semble pas être fini. Là. On le voit avec la guerre en Iran, on le voit avec
la mise à jour du code de construction qui s'en vient. On en parlait avant en entrée de jeu avec Jean-Philippe. C'est toutes des choses qui vont amener encore des hausses de coûts en construction. Donc, vraiment revenir à la base, à la localisation. Nous, c'est là présentement qu'on réussit à dénicher des opportunités parce qu'il y a beaucoup de terrains qui se mettent en marché. Et c'est là qu'on peut voir des terrains très bien positionnés où est-ce qu'il y a quand même quelque chose à faire. Ça, je dirais que c'est comme le premier volet vraiment important, retourner aux bases. Et deuxième volet, je dirais que quel rôle vous voulez jouer dans un projet de construction? Parce qu'un projet de construction, contrairement à un immeuble qu'on achète et qu'on optimise ou plus ou moins, bref, il y a beaucoup plus d'implications à avoir dans un projet de construction. Et il y a des frais qu'on peut tirer comme salaire, finalement, dans un projet. On parle des frais pour relouer les logements, donc des honoraires pour la relocation, des honoraires de gestion d'immeuble. Si vous êtes un gestionnaire d'immeuble, vous pouvez aller chercher des honoraires sur des plus gros revenus. On parle d'honoraires de construction. Si vous êtes déjà bon en construction, vous en faites déjà, peut-être que si vous mettez en collaboration avec des investisseurs qui veulent aller investir dans le neuf, vous pouvez avoir beaucoup de contrats juste là. Donc, il y a quand même de l'argent à faire en tant que constructeur. Et surtout, un poste qui est souvent oublié, c'est les honoraires de développement. Quand on gère un projet de construction, il y a les professionnels, il y a les constructeurs, il y a la ville, bref, il y a beaucoup de choses à gérer. Et dans les projets, il y a un poste budgétaire qui est honoraire de développement, qui peut représenter jusqu'à 5 % de la valeur des projets souvent. Donc, si vous avez déjà une expertise là-dedans, vous êtes bon pour gérer plusieurs choses en même temps, ce genre de choses-là, c'est des choses qui se vendent. Donc, des fois, il y en a qui hésitent, est-ce que je fais des flips, est-ce que je fais de la détention à long terme? Je trouve que la construction neuve retrouve à être un beau milieu entre les deux parce que si vous avez des compétences en construction, tout ça, vous pouvez après ça détenir l'immeuble à long terme, peut-être avec moins de parts, mais vous avez eu des frais pour vous payer durant les travaux. Donc, ça peut être intéressant à ce niveau-là aussi. Cool. Ce qui me vient en tête aussi tout le temps, c'est bon deal, mauvais marché, mauvais deal, bon marché. Il faut toujours garder en tête que si on a un peu plus de vacances, ce qui est le cas d'ailleurs, il y avait un article dans la presse il y a quelques jours, je pense la semaine dernière, où est-ce qu'on parlait du taux de vacances également dans le neuf versus dans l'usager, dans le plus bas de gamme. Ça fait qu'il y a des fois un petit peu moins d'appétit, ça va jouer un peu. Fait que tu as tout le temps des bonnes transactions que tu peux faire. Je suis un fervent de ce dicton-là que tu peux faire des mauvais deals dans des bons marchés puis des excellents deals dans des mauvais marchés parce que justement, l'offre à la demande, elle bascule. Puis c'est dans ces basculements-là aussi qu'on trouve les meilleures transactions parce que c'est là que le marché bouge plus. Quand c'est stable. Je ne sais pas si vous en pensez. Oui, c'est exactement ça. Dans des marchés volatiles comme on a présentement, c'est vraiment ça. Il faut arrêter de voir juste le problème. Il faut voir où est-ce que les opportunités se dénichent. Puis quand on switch notre mindset, souvent, on est capable de commencer à en avoir plus. Présentement, on en voit beaucoup dans le terrain. Mais il faut être conscient que c'est des projets plus à long terme puis qui sont plus longs à développer. Il faut quand même avoir une certaine solidité financière puis avoir ou sinon des partenaires qui viennent avec nous pour nous épauler là-dedans. Ouais, en fait, si je ferais une analogie, c'est que c'est un petit peu comme en bourse. En bourse, les gens, quand le marché va bien, ils veulent tout acheter, mais c'est souvent pas nécessairement le meilleur moment d'acheter. C'est quand ça plante, là, il y a des opportunités qui se créent. C'est la même chose. Je me souviens, il y a 2-3 ans, nous-mêmes, on cherchait du terrain très cher, il y en avait peu sur le marché. Ceux qui le vendaient, ils faisaient, en fait, ils s'organisaient pour que ça sorte le plus cher possible. Puis là, il y a plein de monde qui, en ce moment, vu que ça ralentit le terrain, là, ils commencent à avoir plein d'opportunités dans le terrain, mais ils font comme moi, mais c'est plus bon. Ouais, mais attendez une minute, vous êtes peut-être à contre-courant. Si vous avez une bonne localisation, un bon projet qui est bien fait, vous allez tirer votre épingle du jeu dans un marché où est-ce que vous êtes contre, si vous êtes à sens contraire. Là. C'est souvent là qu'on trouve les meilleures opportunités. Absolument. 100% d'accord, parce que c'est là qu'on a un levier. C'est quand que souvent c'est un marché cool. Qu'est-ce qui se passe avec ces nouvelles règles-là? On vient de laisser, puis là, ça va coûter encore plus cher. Exactement, ça risque de coûter encore plus cher. Nous, on a justement un projet on est en changement de règlement de zonage avec la ville sur un 38 logements. C'est vraiment une course contre la montre pour être capable de passer les CCU, avoir notre permis, parce que vraiment, en octobre, le changement au niveau du code de construction, ça va venir impacter tout ce qui est sismique au niveau du bâtiment. Donc, on parle de fondations qui doivent être plus solides, plus grosses, plus de fer. On sait que l'acier a augmenté dans le marché, donc ça va augmenter, ça va amener des hausses de coûts. Et aussi, l'autre grosse chose, c'est l'accessibilité. Il va y avoir des changements au niveau des corridors, dont on va être plus large, dans les logements, plus d'accessibilité dans les salles de bain. Ça veut dire plus de pieds carrés à construire qu'on ne peut pas louer plus cher présentement dans le marché. Donc, vraiment, si vous êtes sur le bord de partir un projet de construction, attendez pas après octobre parce que ça risque de faire mal. Et la règle, pour que tout le monde soit bien au courant, il faut que la première pelletée de terre ait été faite avant la date.
Donc, c'est pas juste l'obtention du permis. On ne peut pas juste aller obtenir un permis et dire OK, je suis correct. Non, il faut faire la première pelletée de terre. Les villes veulent aussi s'assurer que les gens, quand ils donnent des permis, ils fassent vraiment les travaux. Donc, la date, ce sera confirmé. On pourra le faire, mais c'est autour d'octobre. Dieu sait qu'on en a beaucoup de tremblements de terre. C'est ce qu'il me disait dans l'article ce matin. Hein, c'était, on augmente, mais à quel point qu'on peut gérer ce risque-là alors qu'on a aussi bien d'autres problèmes d'abordabilité et autres. Là. Ben, c'est ça. En fait, je lisais ça, puis en fait, on ne peut pas être contre la vertu. C'était super bien résumé avec les DU. Il chiffrait en ce moment là, à 17 et 8 % dans l'article de la presse, là, sur toute réserve, l'augmentation du coût de construction. Fait que, quand même, sur un logement qui souvent est dans les alentours de 300 000, mettons, les gars, là, pour un logement de taille moyenne. Ça va dépendre. Ouais. Ben, ça va dépendre, même si tu peux y aller à 400 en béton. Fait que là, on commence à 7 % ça commence à être 20 000 de plus là, sur un logement de 300, puis 28, 30 pour un logement de 400. Là. Fait que, on ne peut pas être contre la vertu. C'est sûr que si on pouvait avoir le meilleur bâtiment au monde, c'est meilleur. On ne peut pas être contre ça. Puis l'accessibilité, je comprends. Là. Mais de forcer toute l'accessibilité, de forcer le tremblement de terre, on dirait que je vois une différence entre oui, il faut le désir, mais après ça, les règles s'alourdissent, puis même dans l'usager aussi, nous autres, ça s'alourdit sans arrêt. Ça fait 12 ans que je fais de l'immobilier. J'ai jamais eu une journée où est-ce que, on a sauvé une règle. Non. Exact. On fait juste stacker des règles sans arrêt. Fait que, je sais pas si c'est des gens qui écoutent ça, mais ça fait juste comme tout le temps, il y a un désir, mais on dirait qu'il y a la volonté. Mais si ça serait juste ça serait pas si pire, mais c'est parce que avec ça, tu ajoutes les conventions collectives de la construction qu'il y a 24, je pense que c'est 24 ou 22 % sur 4 ans. Donc là, c'est un 5 % qui est rentré en avril dernier. Mais là, tu ajoutes tout ça tout le temps. À un moment donné, on n'arrête pas de dire que de plus en plus, on voit le vocabulaire aussi qui change. Hein. On est moins vers la crise du logement qu'une crise d'abordabilité. Du logement commence à en avoir, mais des gens qui sont capables de se loger, il n'y en a pas plus. Fait que là, comment régler ça? À un moment donné, il va falloir soit que le gouvernement apporte des aides, ou de l'autre côté, puis justement, si vous avez des terrains, vous êtes bien positionnés, puis il y a des choses comme ça qui se présentent sur le marché, c'est des belles opportunités. C'est la journée aussi qu'il va y avoir peut-être de l'aide gouvernementale, des choses comme ça. Là, il va peut-être avoir une nouvelle ruée vers le terrain, mais là, si vous n'êtes pas dans le game, vous n'êtes pas positionné, vous allez encore dire « Ah, j'ai payé trop cher, j'ai passé après, ou il y a eu de la surenchère. » Fait que c'est important d'essayer d'anticiper un petit peu les courants qu'on voit. Là. On voit qu'il y a des problèmes, comment ils risquent d'y régler. C'est sûr qu'à un moment donné, oui, on peut acheter du use puis rénover, mais ça va rester qu'à un moment donné, il faut ajouter du logement. Puis ça va faire baisser les prix. Puis il faut aussi construire moins cher. Exact. J'ai assisté à plusieurs conférences sur le logement aussi, sur l'abordabilité en logement aussi. Puis je pense qu'il y a un constat à avoir qui était assez simple pour moi. L'abordabilité se construit dans le temps. C'est sûr qu'aujourd'hui, on ne peut pas construire un logement qui se loue 1 000 $, sauf que s'il est détenu, par exemple, par des détentions où est-ce que là, le prix reste bas puis ça se bâtit dans le temps, je pense que c'est une solution qui est acceptable pour tous puis il faut que ça se construise dans le temps parce que là, en plus, on rajoute ces nouvelles règles-là sur le code qui est national, là, corrigez-moi les boys, là, fait que peut-être qu'à Vancouver, ils ont du CS, mais là, on est pogné avec les mêmes règles, Exactement, qui n'est pas nécessairement adapté au territoire non plus. Là, c'est totalement vrai, exact. Ça amène des gros défis. Je dirais que ceux qui veulent se partir à un projet de construction neuve, j'éviterais probablement d'aller dans des exemples dans la prairie, dans un champ, bâtir des logements pour finir. Je pense que ça, c'est beaucoup plus difficile à louer. Mais ciblez votre clientèle, ciblez une clientèle. On voit des groupes comme, je ne sais pas si tu avais vu, Jean-Philippe, le groupe L'Utile sortir. Oui. C'est un modèle super intéressant avec une OBNL ciblée avec les étudiants. Donc, on peut construire des petites superficies qu'on peut louer relativement cher par pied carré. Donc, on vient amener une réalité qui fonctionne en construction neuve. Donc, on voit, il y en a des modèles, mais il faut être beaucoup plus créatif. Il faut surtout savoir ce qu'on fait quand on s'embarque dans un projet de construction. 100%. C'est ça, peut-être que notre luxe... les lits par en haut, le bureau en dessous, le luxe d'espace qu'on avait va peut-être falloir le changer aussi. On avait vu également M. Bonneville, qui est un partenaire de l'Utile, en fait, qui construit les logements pour l'Utile. On parlait d'innovation aussi en construction, c'est un département dans lequel il y a beaucoup à faire au niveau de l'innovation et la baisse de coûts. Bref, on est sur les gros problèmes. Vas-y, Ken. Non, mais c'est ça. Il y a beaucoup de défis en construction neuve, je dirais. Puis plus que jamais, c'est important avant de vous lancer dans un projet de construction. Je vois souvent des gens qui veulent aller un petit peu trop vite. Mais dans un projet de construction, il faut comprendre que 80%, nous autres, qu'on dit de la valeur, se crée avant le projet. Il faut passer beaucoup de temps à bien faire les plans,
coordonner. Il ne faut pas penser qu'on donne ça à un architecte et que l'architecte, il connaît tout. Là. Il faut l'ingénieur civil, il faut l'ingénieur structure, il faut toute l'équipe, surtout si vous êtes capable d'intégrer rapidement dans votre processus un entrepreneur général d'expérience. Les gens de terrain là, connaissent énormément de trucs. Donc, plus que vous pouvez réunir votre équipe avant le projet, vous pouvez sauver énormément de coûts. Donc, allez pas essayer de sauver des coûts sur un test de sol qui vous coûte 3 000 $, alors qu'en réalité, si on découvre du rock, ça va en coûter pas mal plus quand c'est imprévu. Donc, la préparation, vraiment important dans la construction même. Ça, on l'a vu beaucoup à Sherbrooke. À Sherbrooke, il y a beaucoup de rock. Là. Puis des gens qui ne se connaissaient pas, mais qu'on connaît par la branche en immobilier, que premier appel de terre, l'appel ping, elle pogne du rock, puis là, finalement, ça vient te coûter 200 000 de plus. Là, en partant, la première journée, là, fait que, ça part mal sur le reste du budget. Là, ton contingence est déjà busté. Là. Ça me fait penser en fait à la scène de Vitrerie Royale, là, la série très populaire où est-ce qu'il donne le premier coup de pelle puis il est dans l'huile. Il est dans l'huile, exactement. 100% d'accord. Puis d'ailleurs, on avait reçu Nicolas Labrie, l'architecte, qui va être avec vous dans la formation, les boys qu'on va annoncer dans pas long, mais justement de travailler ça. Fait que ça va prendre la finesse, puis ça prend. Puis en fait, aussi, mon opinion personnelle, puis moi, de la construction neuve, je suis loin d'être un expert, mais la plus-value de connaître les règles de la ville, d'aller négocier avec la ville, de faire, comme c'est là que la sophistication d'un investisseur immobilier va générer son profit, c'est en travaillant le terrain, puis en travaillant justement les plans avec les architectes, etc. Là. Absolument, bien comprendre le processus, parce que quand on parle je pense que vous avez entendu avec Nicolas parler de changement de zonage, tout ça, être conscient que c'est un processus complexe avec la ville. Il ne faut pas penser qu'on va aller changer le zonage d'un terrain dans le même 2 mois. Là. On parle d'années. Nous, dans nos projets, on a une moyenne de 3 ans pour changer un zonage, dans un contexte de crise du logement. Fait c'est vraiment pas simple de changer les zonages. Donc, travailler avec les bons professionnels, comprendre aussi les différents processus, puis idéalement, vous faire connaître, aller parler avec vos élus, aller parler avec les gens de vos projets, les contacts sans passer par des chemins qui sont pas corrects, mais je veux dire, connaître des gens, puis être capable de vendre son projet, puis d'être capable d'aller discuter. Ça fait une grosse différence. Ça fait une grosse différence en développement de terrain. On pense que les villes, c'est juste des machines dans lesquelles tu déposes des documents, là, mais si tu fais ça, c'est vraiment long. On va parler avec du monde des fois, crime, je vais en parler à un tel, je le connais, crime, puis là, on va présenter ton projet. Puis là, j'aime votre approche. Puis là, finalement, tu te rends compte que ton projet a peut-être sauvé un an plus tôt parce que c'était bienvenu dans le secteur, c'est ça que les gens voulaient. Ils ont sondé les citoyens. Puis là, ils disent, c'est exactement ça qu'on veut dans le secteur. Puis là, boum, ça déboule, ça va plus vite. Comme nous, dans d'autres projets, ça a été beaucoup plus long parce que justement, on veut faire quelque chose, je pense, qui fait du sens, mais il y a toujours le pas dans ma cour. Fait que là, à un moment donné, c'est d'être capable que la ville puisse trancher pour faire la meilleure entente ou le meilleur mix pour rendre les citoyens contents, mais aussi les promoteurs qui puissent se développer et qu'on puisse résoudre une certaine crise qu'on vit présentement. Puis, Ken, tu peux peut-être en parler là, sur un projet qu'on fait présentement. On est juste venu changer un petit peu les dénivelés, comment ça fonctionne, comment c'était fait à l'extérieur. Puis, on est passé de 4 étages à 3 étages aux yeux de la ville. Donc là, Ken peut peut-être en parler. Qu'est-ce que ça peut changer comme application? Là? En fait, ça, c'est plus technique, là, mais ça, c'est vraiment important. C'est quelque chose, nous, le terrain dont Carl parle, c'est à Sherbrooke, pas loin du cégep. Puis c'est un 38 logements qu'on achète le terrain. Les gens qui avaient fait le projet à la base pour aller chercher un avis à la ville connaissaient peut-être pas nécessairement le secteur et tout ça. Donc, le projet n'était pas du tout adapté à la clientèle visée et tout ça. Fait qu'on a tout voulu revoir les plans de A à Z. Et dans le processus, on s'est rendu compte que le bâtiment était giclé. Là, on s'est dit, mais comment ça, le bâtiment est giclé? Il y a seulement 3 étages, le bâtiment. Et là, on avait vu que le calcul avait été mal fait par l'architecte et qu'il y avait des siamoises à l'extérieur. Donc, ça, c'est une chose pour que les pompiers puissent venir se brancher puis envoyer l'eau dans les gicleurs. On regarde ça avec notre architecte, on est comme, non, si on prend le niveau moyen à partir de la rue en avant, on tombe 3 étages, on a juste à monter un petit peu le talus à gauche. Puis en un claquement de doigts, juste en étant conscient que c'est une réalité qui existe, on a tout enlevé les gicleurs du bâtiment, puis on a trouvé beaucoup d'accessibilité au bâtiment, les corridors moins larges. Donc, on est venu augmenter la rentabilité potentielle du projet de beaucoup. Donc, vous voyez quand même, seul petit truc, sans un... Tu sais, eux avaient fait affaire avec un architecte. Un architecte n'était peut-être pas spécialisé dans ce genre d'immeuble-là. Donc, juste faire attention de vous informer puis challenger ce genre de détails-là. C'est très bon, les gars. Vraiment, là. Je suis d'accord, je suis 100% d'accord. Je savais qu'on allait être d'accord aujourd'hui en commençant, mais on est 100% d'accord. Les boys, la formation 6-7 juin à Montréal pour la construction neuve, parlez-nous en donc un peu.
Oui, ben en fait, je pense que ça arrive à point, là, comme on en discutait. Je pense qu'il y a plus que jamais, si vous voulez aller faire de la construction neuve, je vous recommande de vous former. Dans cette formation-là, tu sais, c'est le fun. Carl, moi, on est là comme investisseur actif. Ce qu'on a voulu amener de notre côté pour la formation, c'est vraiment quelque chose de concret, là. Tu sais, on va parler de comment bâtir son équipe de rêve, quel genre d'intervenants regarder, quel genre de qualité on recherche aussi avec les intervenants avec qui on travaille. On va parler de les erreurs à éviter quand on achète un terrain. On a des checklists toutes faites pour vous, être sûr que vous n'oublierez rien de vérifier. Mais non seulement vérifier, mais utiliser pour négocier aussi avec les vendeurs. Super important. Exact. On va parler de conception de bâtiment, comment on peut optimiser un bâtiment, limiter les espaces communs, avoir le plus de pieds carrés qu'on peut vendre versus construire. Donc, super, super concret. On va vous parler des erreurs qu'on a fait avec des terrains. D'ailleurs, on peut peut-être vous en parler tout de suite. Là, je ne sais pas si tu veux y aller avec celle qu'on parlait avant l'entrée de jeu, là, notre fameux terrain projet Lennoxville. Ouais, ben en fait, on a acheté un terrain qui était notre premier il y a 2 ans et demi à peu près. Puis c'est un terrain en fait qui était en arrière-l'eau, puis on l'avait vraiment pour des pinottes. On savait qu'elle allait être difficile à développer parce qu'il y avait une topographie qui était assez escarpée, tout ça, mais on s'est dit, garde, à Sherbrooke, il y en a beaucoup de la côte, fait que ça devrait pas être un problème. Puis finalement, il y avait un poteau de téléphone au milieu. Pour nous, ça semblait anodin, mais quand on essaie de déplacer un poteau de téléphone, t'as Hydro-Québec ou Hydro-Sherbrooke, t'as Vidéotron, t'as Bell, puis tout ce monde-là a de la misère à se parler, c'est toutes des grosses boîtes, c'est long. Fait que ça fait plus qu'un an, puis dans notre tête, on avait évalué ça, tu sais, un 15-20 000, je pense que c'est bien payé. Ils font ça d'une journée, puis on est rendu à plus que 100 000 pour un poteau. Fait que là, de là à dire que faut faire attention, puis ça dépend si c'est une connexion qui était fusionnée ou de quoi. Il y a des différents termes là, avec la fibre optique, tout ça, puis ça peut shifter encore plus. Donc, c'est là de vous dire, des fois, quand il y a un poteau, puis ça semble anodin pour vous, dire, pour toi, tu réglerais ça facile, là, mais souvent, quand tu rentres dans les gros organismes comme ça, c'est pas mal plus compliqué, puis là, il faut tout qui se coordonne entre eux autres, puis c'est pas simple. Fait que juste de dire que, tu sais, nous, lors de cette semaine-là, on va aussi venir parler, pas juste de théorie, mais vraiment de nous en termes de côté pratique. Des fois, tu sais, c'est quelque chose que tu as bien beau être ingénieur, que tu n'apprends pas nécessairement, mais que nous, on est capable de vous partager, puis c'est quoi les trucs, par quoi passer, quel intervenant contacter. Donc, ça a été ça, puis après ça, on a eu un petit problème au niveau du raccordement. On se trouvait à avoir un tuyau qui raccordait l'eau puis les aqueducs d'un côté, puis de l'autre, mais il arrêtait au terrain voisin de chaque côté. Fait que là, pour nous, il n'y en avait pas. Dans le fond, ce qu'il demandait, c'est d'avoir peut-être une étude environnementale pour faire le raccordement de peut-être 50-60 pieds. Puis juste ça, ça s'avère être tout un défi, là. Puis là, la ville de Sherbrooke veut que les promoteurs développent leur terrain. Donc, ils ont mis à partir de janvier une quadruple taxation pour terrain desservi, mais non construit. Puis là, nous, on se fait quadruple taxer, mais on leur dit qu'on n'est pas desservi. Parce que là, leurs deux départements ne se parlent pas. Un nous quadruple la taxe pour être non desservi, puis l'autre dit je ne peux pas vous raccorder parce qu'il faut une étude environnementale. Fait que là, on essaie de s'arranger pour qu'ils se parlent entre eux, mais on voit déjà que les villes aussi, c'est des grosses machines. Fait que c'est d'être patient, d'être structuré, d'être capable de comment qu'on avance avec ça, comment qu'on aborde ces défis-là. Puis tu sais, c'est comme dans le use, dans les immeubles use, c'est que si tu achètes un immeuble qui n'a pas de problème, tu vas le payer cher. Si tu veux un immeuble qui a une aubaine, tu achètes les problèmes des autres, mais il faut juste que tu aies développé des skills pour être capable de les régler, ces problèmes-là. Puis à un moment donné, ça devient facile pour toi parce que ça fait 10 fois que tu rencontres le même problème puis que tu le règles. Ben, c'est la même chose. À un moment donné, quand tu connais les intervenants d'une ville, tu sais comment ça marche. Pour quelqu'un qui t'aurait vendu ça parce que lui, il serait cassé les dents sur ce projet-là, toi, tu le ramasses, tu règles ça d'une couple de mois, puis tu as fait de l'argent parce que tu es capable de le négocier à cause de ça. J'adore. Avec le profit se fait à l'achat, puis dans ce cas-là, le pire, c'est qu'on les avait fait, nos vérifications. La ville nous avait confirmé qu'il y avait les égouts en avant, tout ça, mais ils nous avaient pas confirmé qu'ils étaient juste un peu trop loin pour nous raccorder à leurs frais. Donc, c'est quelque chose, c'est un coup Carl n'a pas parlé, mais ils parlent de faire la conception du raccordement d'égouts eux-mêmes et le faire soumissionner eux-mêmes. Ils parlent d'un coût de 200 000. Nous, on sait qu'on est capable au privé de le faire autour de 50 000 maximum. Mais puis en plus, ils nous quadruplent la taxe. Donc, vous voyez un peu le genre de truc dans lequel vous pouvez vous embourber assez rapidement quand on ne sait pas ce qu'on fait. Donc, nous autres, c'est tous des trucs qu'on va venir vous donner le plus d'informations pour que vous soyez au moins en mesure d'être conscient que ces choses-là existent, puis de les vérifier avant d'acheter, parce que dans ce cas-là, nous, on aurait pu négocier pas mal mieux le terrain. Donc, c'est ce genre de trucs-là. On va aussi parler de la rentabilité, comment bien monter une analyse financière complète. Souvent, il y a les fameux soft costs que les gens oublient. Les coûts indirects, les gens négligent beaucoup ces postes budgétaires-là. Ça peut faire des grosses différences quand on les gère mal. Aussi, la fameuse taxe. Les gens, des fois, ne sont pas conscients qu'on a des rabais de taxes quand on fait de la construction neuve. Donc, je pense que Fadaco, qui vient parler de ça durant la formation,
préciser, ça va être super intéressant. On est capable d'aller chercher au minimum 5 % là, souvent au fédéral. Donc, c'est tout le genre de notion qu'il faut en être conscient au minimum avant de partir un projet de construction parce que des dépassements de coûts, sinon, il va en avoir, je suis pas mal sûr. Fait que, super intéressant comme formation, je pense. Ouais, puis avec l'expérience, là, j'adore l'histoire. Catherine Boisvert, elle disait aïe, le poteau. Là, on parle pour parler, là, une pelle mécanique. Là. Oh, tabarouette, elle a été du mauvais bord. Là. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est des blagues, là, avant que les gens prennent ça au sérieux. On fait ça correctement. Mais on a déjà eu cette histoire-là, nous autres. C'est pas de déplacer un poteau, mais de rajouter un poteau. Là. OK. C'est ça. On est dans ces gens qui sont lourds à gérer avec eux. Là. Ouais, je répète, c'est une blague, ne faites pas ça, c'est pour rire, c'est le lundi midi. Pour les poteaux, parce que surtout en plus avec de l'hydro, là, des questions de. Ça pourrait mal finir. Oui, exact. Ben, bon, en fait, mon oncle, il est arrivé cet accident-là, il est encore en vie aujourd'hui, mais il y avait un trou dans la main puis un trou dans le pied. Là. La pépine qui avait accroché, ouais, c'est quand même quelque chose. Donc, on répète de faire attention près des fils électriques. Voilà. Je me sens tout en mal quand je fais des blagues comme ça. Je me dis quelqu'un qui va me prendre au sérieux puis il va vouloir la faire. Donc, il y avait une question de que c'était pour la je ne retrouve pas la question, mais elle me disait pour le code de construction, personnellement, je ne sais pas, mais est-ce que ça s'applique à la construction de maisons aussi ou c'est vraiment juste les nouvelles normes là, qui s'en viennent, c'est pour la construction de multilogements? C'est une bonne question. Ça va surtout avoir une grosse influence dans le multilogement. Dans la maison, on va être dans la partie 9 du code, donc la partie moins restrictive. Okay. Et donc, oui, il va y avoir des impacts, mais beaucoup moins significatifs que quand on parle de multilogement où est-ce qu'on a justement des espaces communs, des trucs d'accessibilité qui sont plus compliqués. Donc, je m'inquiéterais moins si vous avez à construire une maison, beaucoup plus si vous allez dans le commercial. Là. OK, parfait. Puis une petite anecdote aussi, vous parliez avant là, d'aller voir les élus puis de jaser, mais d'aller au conseil municipal aussi. On avait reçu groupe Firma au club, Jérôme et Yannick, là, qui opèrent dans l'ouest de l'île ici. Puis eux, ils allaient au conseil municipal, puis des fois, il y avait des dézonages qui étaient annoncés ou des changements de zonage. Puis ensuite, ils allaient le lendemain aller acheter, par exemple, des maisons unifamiliales où est-ce qu'il y avait eu changement de zonage, fait qu'il y avait eu l'information en premier dans le zonage, fait que ça fait partie aussi des petits trucs. Fait que, ce que tu dis, Jean-Philippe, je peux peut-être rebondir là-dessus, mais en termes de vision de la ville, la ville, elle vous parle. Hein, la ville, dans la majorité des grandes villes du Québec, ils ont des plans directeurs d'urbanisme. Et ça, il y a des réunions, il y a des choses qui sont annoncées par la ville. Vous pouvez assister à ces choses-là et vous pouvez entendre directement la mairie et les élus parler de leur vision. Comme nous, à Sherbrooke, ils parlent de densifier beaucoup au centre-ville. Ils ciblent directement des secteurs où est-ce qu'ils pensent que... Comme investisseur, si vous allez là-dedans, c'est super important, super pertinent de participer à ces choses-là. De ne pas être à contre-courant parce que tu ne veux pas te battre contre une administration d'une ville. Fait que regardez, le flow va vers où, puis essayez de voir comment vous pouvez tirer votre épingle dans le flow. Exact. C'est clairement ça. Moi, j'avais eu dans les premières conférences, j'avais vu c'est Don't Fight the City Hall. Ça m'avait marqué ça. Exact. Et c'est une lutte à faire. Là, ça t'es transporté dans le monde d'Astérix et Obélix, les 12 travaux. Là, avec, voilà. c'est là que tu tombes là-dedans. Là. Aïe, aïe, aïe. Dernière petite précision, Geneviève, pour la partie non restrictive du code, Ken, c'est 5 logements et plus. C'est quoi, maison, dans le fond, à partir qu'on tombe dans le plex? Désolé, je ne suis pas familier avec ça. Oui, non, c'est super bonne question. En fait, il y a 3 règles qui s'appliquent dépendamment si vous allez by the way, c'est le même code. Il y a un code national du bâtiment. Mais dans ce code-là, il y a la partie 9 qu'on appelle, qui est les petits bâtiments au sens du code. Pour être éligible là-dedans, en fait, il faut peut-être 3 étages et moins sur ton immeuble. Tout ça, ça s'applique. Il faut que la superficie d'implantation sur ton terrain soit 600 mètres carrés et moins. Donc, une maison, c'est amplement plus petit que ça souvent. Faut faire attention, là, c'est comme quand on se promène comme un oiseau, c'est vraiment la plus grande superficie de l'immeuble qui se projette au sol, qui est compris. Il y en a des fois qui font des étages tout petits. Ouais, ben, pour faire un champignon. Au début, j'avais challengé Ken là-dessus. Je dis, tu fais la première plus petite, puis tout. Ils ont dit, non, à ta minute, là, il est écrit dans le code. Ils ont pensé à des gens qui veulent optimiser des terrains comme nous, là, ils ont pensé. Ouais. Exact. Puis la troisième, c'est comment ton bâtiment se classe. Donc, si tu es dans la catégorie C, donc habitation, une maison, c'est correct. Donc, c'est vraiment ces 3 critères-là qu'il faut regarder.
Puis je dirais que le plus challengeant, c'est le nombre d'étages, justement, parce qu'il y a certaines règles qui viennent préciser comment calculer ce nombre d'étages-là. Puis c'est là, comme on discutait tantôt dans un projet, qu'on peut venir souvent optimiser et ramener ça dans la partie 9 versus 3. Là, donc. Puis quand on fait un agrandissement d'immeuble, est-ce que ça va être les mêmes critères? Quand on rentre automatiquement dans ces critères-là, ça le devient? Oui, absolument. C'est ça. C'est ça. Si on fait un agrandissement, c'est super important de le voir parce que si vous changez en plus, il faut tout changer ce qu'il y a dans votre bâtiment actuel aussi. Là. Donc, ça peut être des très, très gros coûts. Là. Parfait. Voilà. Fait que, les gars, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas couverts? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter? Je pense qu'on a fait le tour. Je pourrais peut-être y aller avec 2-3 petits conseils rapides là, si vous faites une première construction, des erreurs qu'on voit, pas nécessairement des erreurs, mais des choses qu'on voit souvent revenir que les gens ne sont pas conscients. La première chose, la toiture, c'est un très gros élément du bâtiment. Un toit en pente versus un toit plat, combien vous pensez qu'il y a de différence de prix entre les deux? 20 Je sais pas. C'est pratiquement 3 fois plus cher au pied carré un toit plat. Si on vient avoir besoin d'avoir des drains, qui font de la rétention d'eau, etc., c'est plus cher. Si l'architecte met la pente dans l'isolant au lieu de la structure, ça va être encore plus cher. Faire attention avec les toits plats. Si vous pouvez aller avec un toit en pente, vous économisez beaucoup. Ça, c'est une première chose que je vois souvent. Puis sinon, les fameuses fenêtres commerciales qu'on voit, les fenêtres avec des gros meneaux en aluminium qui sont super grandes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On met souvent ça dans les cages d'escalier. Ça, je le vois pratiquement à tous les premiers projets des gens qui commencent. Ça coûte 150 du pied carré et plus. Une fenêtre normale, c'est 30 du pied carré. Il y a moyen de venir mettre des éléments de structure, rapetisser vos dimensions de fenêtres, retomber dans des fenêtres conventionnelles. Donc, toutes les fenestrations, faire attention avec ça. Posez-vous des questions parce que ça peut coûter trop cher. Nice, merci Ken pour les derniers petits trucs. Carl, quelque chose à rajouter pour la fin? Ben, en fait, je pense que la formation, je pense qu'elle était à 500 quelques dollars, là, mais juste avoir les intervenants puis qu'est-ce qu'il va y avoir comme information durant cette fin de semaine-là, vous allez être remboursé 150 fois. Là. Honnêtement, en construction, ça va vite, les coûts. On dit tout le temps qu'en immobilier, ça va vite, ça coûte cher, c'est des gros montants, mais je dirais qu'en construction, c'est encore pire. Fait que de vraiment savoir ce qu'on fait quand on se lance là-dedans. Fait que si c'est votre désir, soit d'en apprendre plus, ou c'est votre désir, en fait, d'en faire de la construction, je pense qu'une fin de semaine comme ça, là, c'est vraiment, c'est pas à négliger. C'est quelque chose qui peut vraiment vous apporter un autre niveau. Ça va vous permettre aussi de sauver des erreurs ou des coûts importants qu'il pourrait y avoir. Puis, ça va vous faire évoluer, en fait, en commençant à toucher à ce secteur-là. Puis, comme on a dit là, au début, là, c'est pas parce que le marché est plus difficile en ce moment que c'est pas nécessairement un bon temps pour la construction. Au contraire, je pense que ceux qui sont allumés et qui vont être capables de saisir les bonnes opportunités puis revenir aux fondamentaux, je pense qu'on va être capable de tirer leur épingle du jeu. Puis c'est là que les autres ils vont se dire comment ils ont fait. Ben, c'est juste parce qu'ils ont resté attentifs sur le marché, ils ont continué à se former. Donc, au plaisir de vous voir là, lors de la fin de semaine du 6-7 juin prochain pour la formation du bootcamp en construction. Sérieusement, c'est ridicule comme prix pour le contenu puis ce que vous allez pouvoir sauver. Tu sais, juste la fenêtre, c'est déjà sauvé plusieurs fois. Et que vraiment, si vous avez des projets de construction, je pense pas être libre cette fin de semaine-là, mais définitivement, je vais venir la suivre, la formation, parce que je regarde le panel, c'est comme c'est un panel d'MVP là, en plus. Et que, good. Je suis content que vous soyez là, les boys, puis que vous partagiez, redonnez à la communauté du club à travers cette formation-là. Vous êtes des beaux atouts au club, puis félicitations pour vos projets, puis votre parcours, les gars. Très inspirant. Merci, félicitations de mettre ça de l'avant. C'est bien le fun de collaborer avec vous. C'est toujours un plaisir. On aide les investisseurs immobiliers québécois. Hey, merci les gars, restez avec nous. Je vais juste y aller avec le mot de la fin. Donc, on le répète, c'est tout le temps, c'est la formation. On me le dit aussi dans le coaching régulier. Est-ce que ça vaut la peine si tu achètes un immobilier? Tu l'as dit, Carl, 150 fois. Ça vaut la peine. Donc, vraiment, très cool. Puis un bel été au club, puis une belle rentrée au club. Je suis bien content de voir ça, puis on continue d'aider les gens. Fait que très content. Le prochain podcast est le dernier de la saison avant la pause estivale, le 8 juin. Donc, on déménage jusqu'à l'été, si je peux me permettre un jeu de mots, avec Éric Savage, là, le président de la Fédération québécoise des déménagements, déménageurs professionnels. Voilà, fait qu'il va être notre invité le 8 juin, puis après ça, on clôt la saison. Et vous pouvez réécouter évidemment les podcasts. Si jamais vous voulez courir avec nous, vous voulez faire un exercice avec nous, on est disponible sur toutes les grosses
plateformes de podcast. Donc, c'était tout pour moi. Donc, nous, on va se revoir à la saison de l'automne. Oui, je vais le dire comme ça. Donc, ça va être un plaisir. Continuez de rester actif pendant l'été. Souvent des belles transactions pendant l'été parce qu'il y a plusieurs investisseurs immobiliers qui prennent des vacances. Il y a des beaux deals. C'est vraiment un bon moment pour closer des transactions. Il y a moins de monde sur le marché aussi. Fait que restez actifs également pendant l'été. Sinon, bon match à tous ce soir. Fait que on se revoit à l'automne. Salut tout le monde. Bye bye. Salut. Bye bye.